Fyodor Dostoïevski, chapitre 4. Ce jour solennel, anniversaire de la naissance de Clara Olsefievna, fille unique du conseiller d'État Berendiev, jadis protecteur de M. Goliathkin. Ce jour, dis-je, fut marqué par un grand dîner comme on n'en avait pas vu depuis longtemps dans les appartements des fonctionnaires du quartier Ismailevski. Et d'ailleurs, un dîner qui avait les apparences de quelques festins de Balthazar, qui rappelait par son faste, son luxe et son ordonnance les grandes festivités babyloniennes. Rien ne manquait, ni le champagne Clicquot, ni les huîtres et les fruits fournis par Elseyev et Miliutin, maison réputée. Une brillante assemblée, tout le haut gratin de l'administration, se pressait dans les salons. Cette journée mémorable, marquée par un aussi sublime festin, fut clôturée par un bal intime, un bal de famille, certes, mais qui n'en était pas moins extrêmement brillant sous le rapport du goût et de la haute qualité de l'assistance. Je sais que des bals de cette sorte existent, mais ils sont rares. Ce sont de grandes fêtes célébrées en famille et ces fêtes n'ont lieu d'habitude que dans de très bonnes maisons. Celle par exemple du conseiller d'État Berendiev. J'irai plus loin, je prétends que tous les conseillers d'État ne sont pas capables de donner de semblables fêtes. Ah, si j'étais poète, un poète de la lignée d'Homère ou de Pouchkine, avec un moindre talent, je ne m'y serais pas risqué. Je t'aurais dépeint, ô lecteur, d'un pinceau large et avec des couleurs éclatantes, les grandes lignes de cet après-midi triomphal. J'aurais commencé mon poème par le dîner. J'aurais particulièrement insisté sur cet instant unique et solennel où se leva la première coupe en l'honneur de la reine du jour. J'aurais d'abord montré les invités, figés par l'attente, dans le silence le plus respectueux, un silence qui tenait plus de l'éloquence de Démosthène que du mutisme. J'aurais représenté ensuite André Filipovitch, le doyen de notre assemblée, qui, de surcroît, méritait tous les titres de la préséance. La poitrine ornée de décorations, allant de pair avec sa chevelure grise, il se dressa, prononça les premiers souhaits, en élevant sa coupe remplie d'un vin rare, un vin qu'on fait spécialement venir d'un royaume lointain pour célébrer des événements aussi importants. Breuvage précieux, ressemblant plus au nectar des dieux qu'au vin des mortels. J'aurais fixé les invités et les heureux parents de la reine et du jour au moment même où, suivant l'exemple d'André Filipovitch, ils levèrent leurs coupes, les yeux rivés sur lui, dans l'attente de son discours. Je leur ai montré lui-même profondément ému, laissant tomber une larme furtive dans sa coupe. Puis, présentant ses compliments et ses vœux, enfin, proposant un toast à la santé de la belle et vidant son verre. Mais je l'avoue humblement, jamais je n'aurais su exprimer la suprême solennité de ce moment où Clara Osselvievna, la reine de notre fête, le visage empourpré, pareil à une rose de printemps, rouge de félicité et de pudeur, se laissa tomber, au comble de l'émotion dans les bras de sa tendre mère. Je n'aurais su peindre cette tendre mère, versant quelques larmes de bonheur, et encore moins le père, le conseiller d'État Oulsoufi Ivanovitch, cet honorable vieillard sangloté. Oui, cet homme qui, au cours de longues années de service, avait perdu l'usage de ses jambes et que le sort, par un juste retour, avait nanti d'un solide capital, d'une belle maison, de quelques propriétés et surtout d'une fille belle comme le jour. Cet homme, dis-je, sanglotait comme un enfant et affirmait, à travers ses larmes, que son Excellence était un grand bienfaiteur. Non, jamais je n'aurais su rendre l'extrême émotion qui s'empara en cet instant de l'auditoire pendu aux lèvres d'André Filipovitch, un jeune fonctionnaire au registre qui, en cette minute, avait d'ailleurs plus l'aspect d'un vénérable conseiller d'État que celui d'un simple fonctionnaire au registre, ne put retenir ses larmes traduisant ainsi l'émotion générale. De son côté, André Filipovitch, en cette minute solennelle, n'avait en rien l'allure d'un conseiller de collège, d'un chef de service. Non, il avait une toute autre apparence, une apparence que je ne saurais traduire, mais en tout cas pas celle d'un conseiller de collège. Il planait, il était au-dessus de tout cela. Enfin, j'aurais mais que je ne possédais le secret d'un style pur et élevé, d'un style fort et brillant pour exprimer tout le pathétique de ces moments merveilleux et édifiants, ces moments de l'existence où tout paraît
courir à affirmer le triomphe de la vertu sur l'incrédulité. L'absence de foi, le vice et l'envie. Non, je préfère me taire et en silence, un silence plus éloquent que la parole, vous peindre cet adolescent bienheureux. À l'orée de son 26e printemps, Vladimir Semyonovitch, le neveu d'André Filipovitch, debout, il propose à son tour un toast. Tous les regards sont fixés sur lui, ceux des parents embués de larmes, ceux de son oncle brillants de fierté, ceux pudiques de la reine et du jour, ceux enthousiastes de la plupart des invités, ceux enfin de quelques collègues de ce brillant jeune homme, où perce l'envie. Je veux me taire, et pourtant cet adolescent est plein d'attrait. En vérité, par son aspect, il fait plutôt penser à un vieillard dans le sens évidemment favorable de la comparaison, son maintien, sa face couperosée, son grade d'assesseur qui semble faire corps avec lui-même, tout semble proclamer en ce moment unique. Voilà les degrés suprêmes du bonheur où la vertu peut conduire un homme. Je ne veux pas non plus compter par le détail comment Anton Antonovitch Slijkouchine, fonctionnaire, chef de bureau, collègue d'André Filipovitch et jadis de Sophie Ivanovitch, vieil ami de la maison. Et de plus, parrain de la jeune fille. Oui, comment ce vieillard au crâne lunaire propose à son tour un toast, chanta à la manière du coq et annonna quelques gaudrioles rimées. Ces prouesses, oubli très convenable des convenances, si je puis m'exprimer ainsi, fait rire aux larmes toute l'assistance et Clara Oussoufievna. En personne, sur l'injonction de ses parents, vint l'embrasser et le remercier de tant de gentillesse et de gaieté. Il me suffira d'ajouter que, comme il se doit à la fin d'un pareil repas, les invités commencèrent à éprouver, les uns à l'égard des autres, les sentiments les plus chauds, les plus fraternels. Enfin, on se leva de table, après avoir échangé quelques propos empreints de la plus amicale, la plus chaleureuse cordialité. Les hommes, d'un âge raisonnable, se retirèrent dignement dans le salon voisin. Le temps était précieux, profondément conscients de leur propre dignité. Les joueurs s'installèrent devant les tables tendues de draps verts. Les dames, demeurées au grand salon, devinrent aussitôt exceptionnellement aimables et se mirent à parler toilette. Le maître de la maison, ce responsable et respectable vieillard qui avait perdu l'usage de ses jambes au service de la justice et de la vérité et en avait été récompensé de la façon que nous avons mentionnée plus haut, parcourut le cercle de ses invités, appuyé sur ses béquilles et soutenu par sa fille Vladimir Semyonovitch. En proie à une soudaine et exceptionnelle amabilité, ce noble vieillard prit la décision d'organiser un bal impromptu, sans se soucier de la dépense. Un jeune homme diligent, ce même fonctionnaire au registre dont nous avons dit qu'il ressemblait plus à un respectable vieillard qu'à un adolescent, fut dépêché, sur le champ, à la recherche de musiciens. Ils arrivèrent peu après au nombre de 11 et à 8h30, très exactement, retentirent les premiers accords d'un quadrille français. D'autres danses suivirent, inutile de dire que ma plume n'est ni assez fine ni assez forte pour décrire fidèlement ce bal improvisé grâce à l'exceptionnelle affabilité du maître de séance à la tête chenue. Et comment pourrais-je, moi, modeste narrateur des aventures de M. Goliathkin, aventure, par ailleurs, assez curieuse, je l'avoue, comment pourrais-je transposer l'extraordinaire éclat et l'harmonie de cette fête où la beauté, le brillant, la joie, l'allégresse se mariaient heureusement à la courtoisie décente et à la décence courtoise? Comment décrire les jeux, les rires de toutes ces dames, plus ressemblantes à des fées qu'à des femmes de fonctionnaires? C'est un compliment que je leur fais, avec leur joie, leurs joues, pardon, et leurs épaules d'un rose lilas, leur taille élancée et leurs petits pieds espiègles, vifs, homéopathiques, pour employer une expression de haut style. Et comment peindrais-je leurs brillants cavaliers, ces dignes représentants de l'administration? Les adolescents et les hommes mûrs, les joyeux dris et les garçons posés, les boutons trains et les rêveurs, ceux qui entre chaque danse s'en vont fumer une pipe dans un petit salon vert et ceux qui ne fument pas entre chaque danse. Tous, ils portent un nom honorable, tous, ils ont des titres respectables.
Tous sont pleins de tact et d'élégance, profondément conscients de leur propre dignité. Presque tout divise en français avec ces dames, ceux mêmes qui emploient le russe s'expriment avec la plus haute distinction, mêlant les compliments aux phrases lourdes de sens. Au fumoir, seulement au fumoir, ils se permettent quelques légères entorses au langage distingué. Laisse échapper une phrase gentiment familière, du genre de celle-ci. Eh bien, sacré Pierrot, tu as joliment bien sué ta polka. Ou bien, canaille de Vassia, tu es parvenu à tes fins, tu as rudement fatigué ta dame. Mais comme j'ai déjà eu l'honneur de te le dire, ô lecteur, ma plume me trahit. Je préfère me taire ou plutôt retourner à Monsieur Goliathkin, le véritable, l'unique héros de cette véridique histoire. Il faut dire qu'il se trouve en ce moment dans une situation passablement étrange, pour ne pas dire plus. Il est là, lui aussi, messieurs. Il n'est pas au bal, mais c'est tout comme. Il n'a, messieurs, aucune mauvaise intention. Il ne veut faire de mal à personne, mais il se trouve néanmoins à un mauvais tournant. Il se trouve actuellement, c'est même bizarre à dire, dans le vestibule de l'escalier de service de l'appartement de Sophie Ivanovitch. Ce n'est rien, messieurs, ce n'est rien. Si sans penser à mal, il est dans son petit coin. Il s'est blotti dans un petit coin, pas très chaud, certes, mais fort sombre, en revanche. Il est caché, en partie, par une énorme armoire et de vieux paravents. Il est au milieu d'un tas de vieux chiffons, de vieilles vaisselles. Il se cache pour le moment, il observe, il suit le cours des événements en qualité de spectateur impartial. Pour le moment, monsieur, il ne fait qu'observer. Il pourrait bien évidemment entrer lui aussi, monsieur. Et au fait, pourquoi n'entrait-il pas? Il n'a qu'un pas à faire pour entrer. Il saura entrer avec élégance. Il est là depuis 3 heures, au froid, derrière l'armoire et les paravents, au milieu de tout ce fouillis. Il attend pour se justifier à ses propres yeux. Il vient de se remémorer une phrase de Villey, l'ancien ministre français. Tout vient à point pour qui sait attendre. Il avait autrefois lu cette phrase dans un livre sans importance, et aujourd'hui elle lui est revenue à la mémoire, fort à propos. Elle convient admirablement à sa situation actuelle, et il faut bien dire aussi qu'il passe bien des pensées par la tête d'un homme qui reste à attendre. Dans un vestibule froid et obscur, durant 3 grandes heures, un dénouement favorable aux événements en cours. Ainsi, après s'être souvenu fort à propos de la phrase du ministre français, Monsieur Guliadkin pense, Dieu sait pourquoi, à l'ancien vizir turc Marzimiris, puis à la belle margrave Louise, dont il avait autrefois lu l'histoire dans quelques livres. Il lui vint à l'esprit ensuite que les jésuites avaient pour principe de considérer comme bons tous les moyens, pourvu que le but soit atteint. L'évocation de ce trait historique donna une certaine assurance à M. Goliathkin. Il en déduisit même aussitôt que ces jésuites, ou tous les jésuites, du premier au dernier, étaient de suprêmes imbéciles et qu'il serait bien capable de les mettre tous dans sa poche. Ah, si seulement la pièce où se trouvait le buffet pouvait être vide. Ne serait-ce qu'une minute. C'était la pièce qui communiquait directement avec le vestibule où se tenait à ce moment même M. Goliathkin. Il aurait vite fait alors, en dépit de tous les jésuites, de franchir cette pièce, de passer ensuite dans le grand salon, de là, dans la salle de jeu, pour entrer enfin dans la salle où l'on était en train de danser la polka. Oh, il passerait certainement, il passerait à tout prix, il se glisserait discrètement. Personne ne le remarquerait et le tour serait joué. Et alors il savait bien ce qu'il lui resterait à faire. Tel était, à ce moment précis, l'état d'esprit du héros de notre véridique histoire encore que nous ayons beaucoup de peine à traduire très exactement ses sentiments. Certes, il avait trouvé les moyens de parvenir à l'escalier de service et au vestibule en se tenant le raisonnement suivant. Les autres y sont bien parvenus, alors pourquoi pas moi? Mais aller plus loin, c'était une autre affaire. Il ne l'osait pas, non par pusillanimité d'ailleurs, mais de par sa propre volonté. Il préférait agir en catimini et il guette maintenant l'occasion de se glisser en catimini.
Il guette cette occasion depuis près de 3 heures. D'ailleurs, pourquoi ne pas attendre? Viel lui-même avait attendu. Mais que vient faire ici Viel? Se dit tout à coup Monsieur Goliathkin. Qui est-ce d'ailleurs que Viel? Et quand, à moi, il s'agit maintenant de trouver un moyen pour entrer, comment faire? Ah, tu es un drôle de figurant, un sacré imbécile, se dit Monsieur Goliathkin en pinçant avec ses doigts gourds sa joue gelée. Tu n'es qu'un pauvre Goliathkin, rien de plus. Tu portes bien ton nom. Il faut dire que ces petites amabilités à l'adresse de sa propre personne étaient débitées sans aucun but précis, uniquement pour passer le temps. Mais le voilà qui s'avance. Le moment est venu. Le buffet est vide. Il n'y a plus personne. Monsieur Goliathkin a observé par une petite lucarne. En 2 pas, il est à la porte. Il va l'ouvrir. Irai-je ou n'irai-je pas? Oui, irai-je ou n'irai-je pas? J'irai. Au fait, pourquoi donc n'irai-je pas? L'audacieux trouve toujours son chemin. Ce raisonnement a fait pour effet de donner confiance à notre héros. Mais soudain, le voilà qui recule. Il va en retraite, derrière son paravent. Non, il ne faut pas. Et si quelqu'un entrait juste à ce moment? Voilà justement quelqu'un qui entre. Qu'avais-je à bailler aux corneilles pendant que la route était libre? Il fallait foncer et entrer à tout prix. Foncer, c'est facile à dire. Essayez donc avec un caractère pareil, un tempérament de lâche. Tu as eu peur, comme une poule mouillée. La frousse, rien à dire. Ça nous connaît, la lâcheté, ça nous connaît également. Inutile même d'en discuter. Eh bien, tu n'as plus qu'à rester là, comme un baillot et rien de plus. À la maison, je serais en train de prendre une tasse de thé. Ce serait bien agréable de prendre une bonne tasse de thé si je rentre plus tard. Petrouchka va encore grogner. À coup sûr, ne vaut-il pas mieux rentrer à la maison? Au diable tout le reste. Allons, je m'en vais, un point c'est tout. Ayant pris cette résolution, M. Goliathkin fit un bond brusque en avant. On eût dit qu'un ressort avait été soudainement déclenché en lui. En 2 enjambées, il se trouva dans la salle réservée au buffet. Il quitta hâtivement son pardessus, enleva son chapeau, fourra l'un et l'autre dans un coin, puis mit de l'ordre dans ses cheveux et sa toilette, et enfin s'avança, traversa le salon, de là se glissa dans une autre pièce, passa inaperçu au milieu des joueurs enfiévrés. Et alors, à partir de ce moment, M. Goliathkin ne se rendit plus compte de tout ce qui se passait autour de lui, et telle la foudre fit éruption dans la salle de danse. Comme par un fait exprès, on ne dansait pas à ce moment précis. Les dames déambulaient à travers la salle en groupes pittoresques, les hommes réunis en petits cercles divisés. Quelques-uns parcouraient la salle, retenant leurs cavalières pour les prochaines danse. Mais M. Goliathkin ne vit rien de tout cela. Il ne vit que Clara Olsufievna et, à côté d'elle, André Filipovitch. Il distingua aussi Vladimir Semyonovitch, puis 2 ou 3 officiers et 2 ou 3 jeunes gens d'aspect avantageux de ceux dont on peut dire, au premier coup d'œil, qu'ils sont riches de promesses parfois déjà réalisées. Mais non, il ne voyait plus personne. Il ne regardait plus personne. Il paraissait mu par ce même ressort qui l'avait poussé à entrer dans ce bal, auquel il n'avait pas été invité. Il avançait, avançait encore. En chemin, il buta contre un conseiller et lui écrasa consciencieusement le pied. Sur son élan, il marcha sur la robe d'une vieille dame et la déchira, bouscula un domestique qui circulait avec un plateau, heurta un monsieur sans d'ailleurs s'apercevoir de tout cela, ou plus exactement faisant semblant de ne rien remarquer, de ne rien voir, avançant, avançant, toujours jusqu'au moment où il se trouva nez à nez avec Clara Ossoufievna. Sans aucun doute, oui, sans l'ombre d'une hésitation, s'il avait pu, à cet instant précis, disparaître à jamais sous terre, il l'aurait fait avec le plus grand plaisir, mais ce qui était fait était fait. C'était irrémissible. Que lui restait-il à faire? Se raidir en cas d'échec, se maintenir en cas de succès, se répéta-t-il. Monsieur Goliathkin n'est pas un intrigant. Il n'a pas l'art de faire reluire le parquet avec ses semelles. C'était bien cela.
Pour comble de malheur, les jésuites s'en mêlèrent. Les jésuites, ils n'avaient qu'en faire en ce moment. Tous ces gens qui jusque-là déambulaient, jasaient, riaient, soudain, comme par enchantement, s'arrêtèrent, se turent et se rangèrent en cercle autour de monsieur Goliathkin. Notre héros, lui, semblait ne rien voir, ne rien entendre. Il ne pouvait les regarder. Non, pour rien au monde. Il ne les eût regardés. Il était là, planté sur ses pieds, les yeux rivés au plancher. Parole d'honneur, cette nuit même, je me tire une balle dans la tête, pensa-t-il, et maintenant, advienne que pourra. Et à son propre étonnement, à sa profonde stupéfaction, il se mit tout à coup à parler. Monsieur Goliathkin commença son discours par les félicitations et les souhaits d'usage. Il débita assez bien les félicitations, mais arrivé au souhait, se mit à bredouiller. Il sentait en lui-même que s'il commençait à bafouiller, tout serait immanquablement gâché. C'est ce qui arrive. Sa langue fourcha. Il s'arrêta, s'enlisa dans les mots, devint cramoisi et perdit complètement pied, leva les yeux, les promena longuement sur l'assistance, dévisagea les gens et défaillit. Autour de lui, les invités se tenaient immobiles, muets, attendant le dénouement. Quelques murmures se firent entendre en dehors du cercle. Quelques rires éclatèrent. M. Goliathkin regarda André Filipovitch avec humilité et soumission. André Filipovitch répondit par un regard tel que M. Goliathkin, s'il répondit par un regard, s'il n'avait pas été déjà plus mort que vif, serait tombé à coup sûr, raide, inanimé. Le silence s'éternisait. Tout ceci se rapporte à des circonstances particulières, à ma vie privée, André Filipovitch, murmura M. Goliathkin, à demi mort de frayeur, d'une voix à peine perceptible. Ce n'est pas une démarche officielle, André Filipovitch. Vous devriez avoir honte, monsieur. Vous devriez avoir honte, répliqua monsieur André Filipovitch, d'une voix sourde. Il paraissait au comble de l'indignation. Il prit la main de Clara Olsevievna et tourna le dos à monsieur Goliathkin. Je n'ai pas à avoir honte, André Filipovitch. De quoi aurais-je honte? Murmura M. Goliathkin. Ses yeux affolés faisaient le tour de l'assistance, cherchant dans cette foule pétrifiée un visage connu, un être de son milieu, de sa condition. Ce n'est rien, je vous assure, ce n'est rien, monsieur. Je suis votre sauveur. Ensuite, M. Goliathkin se mit à chercher Clara Osofievna parmi l'assistance, mais au lieu d'elle, il vit Gerasimovitch, le vieux majordome d'Olsufi Ivanovitch. Le vieux domestique venait droit sur lui. Il avait l'air occupé ou préoccupé. Monsieur Goliathkin eut un frisson. Il éprouva une sensation étrange, imprécise et cependant nettement désagréable. Il grimaça et regarda autour de lui, comme un automate. Le désir Louis XXII s'éclipsait et de sortir, ni vu ni connu, de la salle, discrètement, en rasant les murs. Il aurait voulu se volatiliser, mais il était trop tard. Avant même qu'il ait pris une décision, Gerasimovitch se trouva devant lui. Voyez-vous, Gerasimovitch, commença notre héros en souriant, vous devriez, tenez, regardez cette bougie-là dans le candélabre. Elle est sur le point de tomber. Vous devriez donner l'ordre de la redresser, Gerasimovitch, sinon elle va tomber, elle va immanquablement tomber. Elle bougie, mais elle est toute droite, la bougie. Ce monsieur porte perruque, se dit-il, et si on lui enlève cette perruque, il n'y aura plus qu'un crâne nu. Oui, un crâne aussi nu, aussi lisse que la paume de ma main. À peine M. Goliathkin eut-il fait cette importante découverte que sa pensée s'orienta aussitôt sur les émirs arabes. Il suffit d'enlever le turban qu'ils portent sur la tête en signe de leur parenté avec le grand prophète Mahomet pour qu'aussitôt n'apparaisse plus qu'un crâne lisse, un crâne absolument dénudé. Ensuite, en vertu sans doute d'une curieuse association d'idées relatives aux musulmans, M. Goliathkin vint à penser aux pantoufles turques et constata qu'André Filipovitch portait des chaussures ressemblant plus à des pantoufles qu'à des souliers. Petit à petit, d'ailleurs, M. Goliathkin parut se familiariser avec sa situation. Une idée lui traversa la tête. Si seulement
Ce lustre, se dit-il, pouvait se détacher de sa chaîne. En ce moment même, oui, si ce lustre venait à tomber, je me précipiterais immédiatement pour sauver Clara Olsoufievna. Je la sauverai et je lui dirai simplement: «Ne vous inquiétez pas, madame, ce n'est rien», continua-t-il à voix basse. «Ce n'est rien, ça peut arriver à tout le monde». À tâtons, il chercha à sortir du cercle. On lui fit un passage. Tant bien que mal, notre héros parvint à se faufiler entre deux rangées de spectateurs éberlués, avides de curiosité. Son destin l'entraînait. Monsieur Goliathkin s'en rendait parfaitement compte. Il aurait, certes, donné cher pour se retrouver à nouveau dans le vestibule de l'escalier de service, à sa petite place, sans avoir pour cela à enfreindre les règles de la décence. Mais c'était impossible dorénavant. C'est pourquoi il dirigea ses efforts en vue de trouver un petit coin tranquille, un petit coin où il put se glisser, se tapir. Il serait resté là, modeste, paisible, sans déranger personne, sans attirer l'attention de personne. Il aurait même obtenu, par une condition irréprochable, la bienveillance des invités et de leurs hôtes. Mais à ce moment même, M. Goliathkin ressentit une sorte de vertige. Il se sentit défaillir, prêt à tomber. Il était tout près du petit coin convoité. Il s'y réfugia. Il s'y installa et prit aussitôt l'attitude d'un spectateur qui observe impartialement. En même temps, ses deux mains agrippèrent les dossiers de deux chaises et en prirent impérieusement possession. Ses yeux ragaillardis bravaient ceux des amis de Clara Olsevievna, groupés autour de lui. Tout près de lui se trouvait un officier, un grand gaillard de belle allure. En face de lui, M. Goliathkin se sentit pareil à un moucheron. «Mon lieutenant, ces deux chaises sont réservées. Celle-ci est pour Clara Olsefyevna et celle-là pour la princesse Tchevtchekonov, qui danse en ce moment. Je les garde pour elle», murmura M. Goliathkin d'un ton suppliant. Sans répondre, le lieutenant lui lança un regard fulminant et se détourna. Se sentant rébuté de ce côté, notre héros tenta sa chance d'un autre et prit à part un conseiller d'État, un monsieur très important, dont la poitrine s'ornait d'une décoration d'un ordre élevé. Le regard d'en fut gratifié en retour. Notre héros fut si peu encourageant qu'il lui fit l'effet d'un seau d'eau glacé sur la tête. Monsieur Goliathkin se tut. «Gardons silence», se dit-il, bruyamment. «Il faut qu'il se rende bien compte que je suis comme tout le monde, que je suis là, ma foi, invité comme eux-mêmes, et que ma situation est, pour le moment, aussi honorable que la leur». Ayant pris ses décisions, il fixa ses yeux sur les revers de sa redingote, mais un instant après son regard se déplaça sur un monsieur d'apparence parfaitement respectable. «Ce monsieur porte perruque», se dit-il. «Elle va immanquablement tomber. Quelle bougie! Mais elle est toute droite, la bougie. Quant à vous, il y a quelqu'un qui vous demande là-bas». «Qui est-ce qui me demande, Gerasimovitch?» «Je ne sais pas exactement qui, un domestique qui vient de la part de. Il m'a demandé: Yakov Petrovitch Goliathkin est-il ici? Veuillez lui dire de venir. Il s'agit d'une affaire urgente et très importante, voilà». «Non, Gerasimovitch, vous faites erreur, vous faites certainement erreur. J'en doute». «Non, Gerasimovitch, il n'y a aucun doute, absolument aucun doute, personne n'est venu me demander. Personne ne peut me demander d'ailleurs, et ici je suis chez moi, c'est-à-dire je suis à ma place». Monsieur Goliathkin reprit son souffle et regarda autour de lui. Il, il s'en doutait. Tous les yeux étaient braqués sur lui, toutes les oreilles tendues dans sa direction. Tous ces gens réunis dans le salon semblaient suspendus à lui et avec recueillement paraissait attendre l'assistance entière, semblait participer à l'avènement. Les dames, un peu à l'écart, chuchotaient avec anxiété. Le maître de la maison se tenait loin de M. Goliathkin. Il ne paraissait pas prendre une part active et directe aux tribulations de notre héros. Ce se passait d'ailleurs avec beaucoup de tact et de délicatesse.
Néanmoins, notre héros sentit clairement que l'instant fatidique était arrivé. Il devait maintenant frapper un grand coup. Le moment était venu d'anéantir ses ennemis. Monsieur Goliathkin était profondément troublé. Enfin, l'inspiration lui vint. D'une voix chevrotante, mais décidée, il s'adressa à Gerasimowitsch. «Non, mon ami, non, personne ne te demande. Tu te trompes. Je dirais plus déjà, ce matin, tu t'es trompé en m'affirmant. Oui, en osant m'affirmer.» Monsieur Goliathkin haussa la voix. «Koulsufi Ivanovitch, mon bienfaiteur, l'homme qui, depuis de longues années, m'a tenu lieu de père, m'avait interdit sa porte en ce jour solennel, en ce jour de bonheur pour son cœur paternel.» Monsieur Goliathkin toisa l'assistance. Il paraissait content de lui-même et en même temps profondément ému. Des larmes apparurent au bord de ses cils. Il reprit: «Je répète, mon ami, tu as commis une erreur impardonnable.» Le moment était pathétique. Monsieur Goliathkin sentit qu'il avait atteint l'effet le plus sûr. Dans une attitude modeste, recueillie, les yeux baissés, il attendait les effusions, la, l'accolade de Sophie Ivanovitch. Les invités semblaient bouleversés, abasourdis. Même le terrible, l'impitoyable Gerasimovitch parut ébranlé, incapable de prononcer un mot. Mais soudain, l'orchestre, le maudit orchestre, entonna sans rime ni raison une polka. Le charme était rompu. Tout était fini. Monsieur Goliathkin sursauta. Gerasimovitch fit un écart en arrière. La masse des invités, véritable mer humaine, s'agita en cadence. Déjà Vladimir Semyonovitch ouvrait la danse avec Clara Sofievna. Derrière eux, le beau lieutenant avec la princesse Tchevtchekonave. Ceux qui ne dansaient pas se pressaient pour admirer les couples lancés dans la polka. Quelle belle danse que la polka! Si moderne, si passionnante, rien de tel pour tourner les têtes. On en oublia même M. Goliathkin pour un bon moment. Mais il y eut soudain un grand bouleversement. Les gens s'agitèrent, se bousculèrent. Au milieu de la confusion générale, la musique s'arrêta. Un événement étrange, imprévu, survint, sans doute. Fatigué par la danse, le souffle coupé, les joues violemment colorées, la poitrine haletante, à bout de force, Clara Osofievna se laissa tomber dans un fauteuil. Tous les cœurs battirent à l'unisson pour elle. On se précipita, on se pressa autour d'elle. Chacun voulait lui montrer sa sollicitude, sa gratitude pour le grand plaisir qu'elle venait de procurer à tous. Soudain, M. Goliathkin apparut devant elle. Il était pâle, profondément troublé. Il paraissait lui aussi absolument à bout de force. Il se traînait, un étrange sourire sur les lèvres. Il tendit sa main vers elle avec un regard suppliant. Abasourdie, Clara Oulsofievna n'eut pas le temps de retirer sa main. Pareil à un automate, elle se leva, répondant à son invitation. Monsieur Goliathkin vacilla, fit un pas en avant, puis un autre, leva la jambe, esquissa un pas, frappa du pied le plancher et trébucha. Lui aussi voulait danser avec Clara Sofievna. La jeune fille poussa un cri. Ses amis se précipitèrent pour délivrer ses mains de l'étreinte de celle de Monsieur Goliathkin. En un tournement, notre héros fut bousculé, rejeté à une dizaine de pas de la belle. Un cercle se forma aussitôt autour d'elle. On entendit un cri, un paillement. C'étaient deux vieilles dames que M. Goliathkin manquait de renverser au cours de sa brusque retraite. La confusion était extrême. On se questionnait, on discutait, on hurlait. L'orchestre s'était tu définitivement. M. Goliathkin se débattait au milieu d'un groupe et marmonnait machinalement avec un faible sourire. Mais oui, pourquoi pas? La polka, à mon avis, est une danse moderne. C'est une danse intéressante, inventée
pour l'agrément de ces dames, mais étant donné les circonstances, ma foi, je consens à essayer moi aussi. Mais on avait cure de son consentement. Tout à coup, notre héros sentit une main se poser sur son bras. Une autre main le prenait par le dos. Avec beaucoup de ménagement d'ailleurs, il sentit qu'on le poussait dans une direction déterminée. Il remarqua presque aussitôt qu'on l'emmenait droit vers la porte. Monsieur Gouliatkin voulut faire un geste, dire un mot. Mais non, en fait, il ne voulait plus rien. Il se contentait de rire faiblement, comme un automate. Il sentit enfin qu'on le revêtait de son par-dessus, qu'on lui enfonçait son chapeau jusque sur les yeux. Il se rendit compte ensuite qu'il était sur le palier dans le froid et l'obscurité, qu'il descendait déjà l'escalier. Il trébucha. Il eut l'impression qu'il tombait dans un précipice. Il voulut crier, mais il était déjà dans la cour. Il sentit un souffle frais au visage, s'arrêta une seconde, au même moment, laissant d'une danse arrivèrent à ses oreilles. L'orchestre se remettait à jouer. Subitement, M. Goliathkin se souvint de tout. Il parut reprendre ses forces. Il s'arracha de l'endroit où il était resté jusqu'alors, littéralement cloué. Il bondit, s'envola. Il courut droit devant lui. Où allait-il? N'importe où, partout où il y aurait de l'air de liberté.